Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, je vais répondre à des questions sur l'agilité, mais plus spécifiquement sur le rôle de Scrum Master. Dans une précédente vidéo, j'ai demandé à l'IA, à ChatGPT, de me poser des questions sur l'agilité, des questions au hasard, comme si c'était un live où des gens me posent des questions, mais sauf que là, c'est l'IA. Et bien là, on va faire la même chose, mais on va se concentrer spécifiquement sur le rôle de Scrum Master. En fait, le rôle de Scrum Master, je pense que c'est un des plus compliqués à comprendre dans l'agilité, avec peut-être le rôle de coach agile. C'est aussi ce qui fait que ce rôle est intéressant et il y a vraiment beaucoup de versions de Scrum Master, entre guillemets, beaucoup d'approches différentes en fonction des entreprises, en fonction des personnes, en fonction du contexte. Mais il y a quand même des choses qui sont toujours assez similaires. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à quelques questions. Donc là, j'ai repris le prompt de la dernière fois où c'était des questions sur l'agilité. Donc vous pouvez aller voir la vidéo, normalement elle devrait déjà être publiée. Je lui dis maintenant on continue, mais pose-moi uniquement des questions sur Scrum Master. Le prompt initial, c'était je veux faire une séance de réponse à des questions sur l'agilité. Pour une vidéo YouTube, est-ce que tu peux me poser des questions sur l'agilité? Pose-moi des questions une par une, je te dirai à chaque fois qu'on posait la prochaine question. Donc là maintenant, question Scrum Master. Bien sûr, je n'ai rien préparé, donc ça va être la surprise. Donc, question 1, spécial Scrum Master. Selon toi, quel est le principal malentendu que les organisations ont à propos du rôle de Scrum Master? Ouh là là, le principal malentendu. Alors là... Ça, c'est une question difficile. Est-ce que les organisations ont une idée précise du rôle de Scrum Master? Je pense qu'il y a beaucoup de malentendus autour du rôle de Scrum Master. Comme je l'ai dit, effectivement, c'est un rôle assez complexe à comprendre. Un des malentendus, alors les organisations au sens large, ça peut être les entreprises, ça peut être les équipes, ça peut être les gens qui ne sont pas Scrum Master. Le malentendu classique, c'est de voir le Scrum Master avoir une vision très réductrice du rôle de Scrum Master, comme une personne qui va se contenter d'énoncer ce que c'est la méthode agile, de dire les règles de l'agilité, d'animer des réunions. Donc, par exemple, daily meeting, rétrospective, iteration planning. Et d'être l'assistant de l'équipe, comme un assistant qui va mettre à jour des tickets Jira, mettre un peu d'ordre dans tout ça. Donc ça fait partie du rôle de Scrum Master, tout ça. On pourrait dire que c'est un peu la base, mais en réalité, je pense que c'est réducteur parce que même si ça fait partie du rôle du Scrum Master, ce n'est pas la part la plus importante, ce n'est pas l'essentiel du rôle du Scrum Master, notamment en termes de temps. Ce n'est pas à ça que le Scrum Master est censé passer le plus de temps. Dans ma vision des choses. Alors pourquoi? Parce que connaître l'agilité, énoncer les règles de l'agilité, ça c'était vrai au début des méthodes d'agile, peut-être il y a 10 ans quand personne ne connaissait l'agilité. Le Scrum Master a été important pour apporter la compréhension des méthodes agiles, pour expliquer les différents concepts, sprint, backlog, etc. Ou comment on rédige une user story. Donc ça c'était très important certainement il y a 10 ans. Mais maintenant que toutes les entreprises, enfin pas toutes, mais beaucoup, que l'agilité est plus répandue au sein des entreprises et des projets, qu'il y a beaucoup plus de gens qui connaissent l'agilité, déjà ce rôle-là, il est vraiment réduit, je pense. Il est moins important, en tout cas, tout le monde a plus ou moins son idée. Le rôle du Scrum Master va être de préciser, d'affiner ça, de proposer des choses qui correspondent à l'équipe en termes de règles, de pratiques agiles, mais il ne va pas être de tout expliquer. Donc la deuxième chose que j'ai dit, c'est quoi? C'est animer des réunions. Et bien là aussi, il y a beaucoup de réunions qui peuvent être animées par l'équipe elle-même ou par d'autres personnes. Par exemple, le backlog refinement, avant pouvait être animé un peu par le Scrum Master avec le PO, etc. Maintenant, il y a beaucoup de PO qui animent eux-mêmes le backlog refinement. Même les iteration planning, et même parfois
voilà, plus de choses, les démos, etc. Si le PO est intégré à l'équipe. Donc il y a certainement moins ce besoin d'animer certains types de meetings, et même l'équipe elle-même peut animer ses propres daily meetings, animer ses propres iteration planning en autonomie, parce qu'il y a une maturité plus grande dans les entreprises. Et aussi le rôle assistant dans le Scrum Master, c'est pareil en fait, pour la même raison. Dans l'agilité, chaque personne doit être plus ou moins autonome, libre dans ses pratiques, et avec l'expérience que tous les travailleurs ont et les entreprises ont, beaucoup de gens savent bien rédiger des user stories directement, ou poser les bonnes questions, ou estimer, etc. Alors c'est vrai que ce rôle-là, il reste quand même présent, hein. C'est quand même une partie importante du rôle de Scrum Master, c'est la base, mais il y a bien d'autres choses qui font le rôle de Scrum Master. Ça va être avoir un regard extérieur sur l'équipe, un regard de conseil, de coach. D'ailleurs, dans la méthode SAFe, le terme Scrum Master est remplacé par Team Coach maintenant. Enfin, il y a les deux termes qui existent. Mais, et ça, là, il n'y a pas de règle précise pour dire ce que c'est. Donc ça repose sur une expérience, sur une écoute, sur une observation du fonctionnement de l'équipe, et la proposition de pratiques agiles entre guillemets ad hoc, c'est-à-dire customisées sur mesure pour l'équipe, de manière à améliorer le fonctionnement de l'équipe, résoudre tel ou tel problème. Et donc ça peut prendre finalement beaucoup de temps. Voilà, donc et le rôle d'assistant d'équipe en fait, alors moi je pense que c'est quelque chose d'important et de réel, mais c'est pas simplement mettre un petit peu d'ordre dans Jira. Ça va être aller beaucoup plus loin que ça. Ça peut être moteur sur l'organisation de certains ateliers. Par exemple, on se rend compte qu'il y a un sujet que l'équipe doit traiter, qui va nécessiter de coordonner des acteurs, d'autres équipes, et que ça va être compliqué, plus compliqué que ce qu'on imagine, ou que c'est délicat, ou que c'est important. Donc le Scrum Master va par exemple pouvoir proposer d'animer des ateliers, de planifier, d'aller solliciter les autres équipes, de chercher des experts, etc. Il va avoir un rôle de facilitateur, et derrière ce mot de facilitateur va se cacher plein de choses. Donc selon moi, le principal malentendu des organisations, c'est d'avoir une vision assez réductrice du rôle de Scrum Master, assez simpliste, alors qu'en réalité, la vision la plus aboutie du rôle de Scrum Master, ça va être quelqu'un qui va vraiment accompagner l'équipe sur tout un tas d'aspects. Bon, je ne vais pas faire la liste ici, sinon ça prendrait trop de temps. Et ça va être un travail qui va être très prenant au quotidien, qui va prendre beaucoup de temps, et qui va aussi nécessiter une bonne expérience des projets, des équipes, etc. Donc c'est pas quelque chose qui va se résumer à quelques actions formatées. Voilà. Bon. On fera des vidéos sur le rôle de Scrum Master spécifiquement, mais ça sera dans très longtemps. Donc question, on va mettre pas de S, question suivante. Donc je vais essayer de faire une vidéo qui dure pas trop longtemps. Là je vois que j'ai déjà beaucoup parlé. On va essayer d'aller plus vite. Comment un Scrum Master peut-il mesurer son impact sans tomber dans les mauvaises métriques, velocity, nombre de tickets, etc. Excellente question. Alors, vraiment ça c'est une très très bonne question. Souvent on veut mesurer, alors déjà le mot impact, donc là on voit que l'IA est à la page, parce que le mot impact c'est un mot qui est très à la mode en ce moment dans l'agilité. Une des critiques qui est faite à l'agilité, en ce moment on vit une petite période de crise, donc j'ai fait une vidéo l'agilité est-elle en crise ou l'agilité est-elle morte, je vous mettrai le lien en description. Donc on vit une période de crise au sein de l'agilité, et un des principaux reproches qui est fait par les entreprises, les clients, etc., c'est on ne voit pas, c'est difficile à mesurer l'impact de ces rôles Scrum Master, c'est pareil pour coach agile, sur l'organisation, sur la qualité de l'organisation, des équipes, des produits, etc. Donc on parle d'impact, et on parle aussi de ROI, Return on Investment, c'est le retour sur investissement. Donc difficile de mesurer le retour sur investissement d'un bon accompagnement agile, que ce soit Scrum Master ou coach agile. Et donc un écueil qu'il faut éviter, c'est de vouloir le mesurer avec des métriques formelles et précises, donc ce qu'on appelle les KPI, les Key Performance Indicators par exemple, et dont font partie la vélocité, le nombre de tickets, etc. Donc ça c'est une mesure quantitative et pas tellement qualitative.
Donc comment on peut savoir si, si un Scrum Master a un impact positif sur l'équipe ou pas? Eh bien déjà, alors c'est vraiment une question difficile, mais j'ai quand même essayé d'y répondre à titre improvisé. Donc la première chose, c'est il faut que l'équipe elle ait une bonne dynamique interne collective, une bonne dynamique collective. Donc il faut que les gens se disputent pas, il faut que tout le monde se sente à l'aise dans l'équipe. Faut pas qu'il y ait un trop gros turnover. Bien sûr, dans toute équipe, il y a toujours des turnovers, mais parce qu'il y a des gens qui vont ailleurs, qui je sais pas, qui veulent faire autre chose. Donc il faut qu'il y ait une bonne ambiance dans l'équipe entre guillemets et une bonne dynamique de travail. Et ça, pour moi, le rôle de Scrum Master, c'est vraiment essentiel pour accompagner cette dynamique. Bien sûr, c'est pas le Scrum Master qui fait tout là-dedans, mais il va pouvoir aider les gens à trouver leur place, conseiller, etc. Et vraiment au quotidien sur tout un tas de choses. Donc ça, c'est la première des choses. Une équipe qui est contente de l'organisation, qui aime ce qu'elle fait, etc. Et donc ça va se voir d'un point de vue extérieur sur l'équipe si l'équipe travaille ensemble, s'il n'y a pas de gens isolés, si les gens sont contents de travailler ensemble, s'il n'y a pas trop de turnover. À contrario, donc l'inverse de ça, un Scrum Master qui aurait des difficultés à avoir cet impact positif, il pourrait être au sein d'une équipe où il y a des disputes, des conflits, des gens qui partent de l'équipe, des gens qui ne sont pas motivés à travailler. Bien sûr, c'est pas forcément la faute de Scrum Master. Le Scrum Master, c'est qu'une personne parmi une équipe et il peut y avoir tout un tas de causes à ce genre de choses. Donc le rôle du Scrum Master, c'est d'essayer de réduire ces causes, de les comprendre, de les réduire, d'accompagner l'équipe. Mais on peut pas faire non plus de miracle. C'est pas parce qu'une équipe fonctionne mal que c'est uniquement la faute du Scrum Master et c'est peut-être même pas du tout la faute du Scrum Master. Et le Scrum Master, lui, doit essayer de résoudre ces problèmes, mais parfois ça prend beaucoup de temps. Donc ça, pour moi, c'est la première des choses. C'est quelque chose qui est interne à l'équipe, qui est difficile à mesurer. Ça se fait au feeling, en observant l'équipe fonctionner. La deuxième chose, c'est est-ce que l'équipe va réussir à fabriquer le produit qu'elle est censée fabriquer. Donc est-ce qu'elle va donner satisfaction au product owner, qui est le commanditaire, ou aux différentes parties prenantes. Est-ce que les gens vont être satisfaits? Donc ça sera plus sur un aspect technique, est-ce qu'on respecte bien les délais, est-ce qu'on estime bien tout ça. Donc ça, c'est quelque chose d'extérieur. Par exemple, une équipe qui est systématiquement en retard ou qui livre systématiquement la moitié de ce qu'elle a prévu de livrer, c'est qu'il y a un problème au niveau des estimations, de l'engagement. Ça veut dire peut-être qu'on prend trop de choses ou peut-être qu'on travaille de manière pas assez efficace. Ou peut-être que le backlog change tout le temps, qu'il y a trop d'aléas, etc. Mais tout ça, c'est le Scrum Master qui est censé garantir que tout ça fonctionne bien. Et là aussi, aider l'équipe à accompagner. Donc voilà, pour moi, les deux mesures d'impact, ça va être ça. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que sinon, ça va nous emmener trop loin. Je veux que la vidéo ne dure pas longtemps. Mais donc, est-ce que l'équipe est heureuse de travailler? Est-ce que tout le monde a sa place, etc. dans l'équipe? Et est-ce que l'équipe arrive à produire ce qui lui est demandé dans le temps imparti, grosso modo, dans les grandes lignes. Voilà, donc ça c'est comment on peut mesurer l'impact, et c'est pas du tout avec des KPI ou des nombres de tickets qui sont qui représentent souvent mal la réalité. Alors question suivante. Hop. Donc là je pense qu'on fera que 3 questions et ça sera la dernière. Quelle technique utilises-tu pour aider une équipe à sortir d'un conflit interne sans devenir un arbitre? Oh là là, dis donc, les questions sont difficiles. Alors les conflits, on a fait une vidéo sur les conflits d'ailleurs dans les questions qu'on posait à l'IA. Les conflits, ce qui est difficile, c'est que chaque conflit a sa propre est différent. Tous les conflits sont différents. Pour être en conflit, il faut être 2 et chaque personne est différente. Donc il peut y avoir plein de raisons d'être en conflit possible. Ça arrive toujours dans les équipes, même dans des équipes saines, etc. Il peut y avoir toujours des conflits à certains moments. Alors effectivement, le rôle de Scrum Master, c'est pas de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, sauf situation exceptionnelle où il y a vraiment quelqu'un qui est en tort, ça peut arriver aussi, mais souvent c'est pas le cas. En fait, même je crois que j'ai jamais vu trop le cas, mais des conflits, ça existe quand même.
Conflits internes, par exemple des gens qui n'ont pas le même point de vue sur la manière dont on doit travailler, ou des gens qui sont en désaccord sur des solutions techniques qui doivent être apportées pour réaliser une user story, ou des choses comme ça, des choses d'architecture, des choses importantes. En fait, j'ai jamais trop connu de conflit personnel, de guerre personnelle entre deux personnes. Je pense que c'est assez rare parce que quand il y a vraiment deux personnes qui s'aiment pas et qui se disputent pour des raisons personnelles, très rapidement, il y en a un qui va partir ou les deux et l'un ou l'autre va quitter l'équipe. S'il y a vraiment quelque chose de personnel, des gens qui ne peuvent pas travailler ensemble, ça peut arriver. Mais en fait, c'est rare parce que ça dure jamais très longtemps. C'est des situations difficiles. Pour les gens qui le vivent et du coup il y en a un des deux ou les deux qui s'en vont, qui passent à autre chose. En revanche, des conflits sur des sujets d'organisation, sur des choses techniques, etc. Là, c'est plus fréquent parce que c'est des questions qui se posent très souvent. On n'est pas tous du même avis, etc. Alors, moi, je ne dirais pas conflit, je dirais plutôt désaccord, mais bon, disons conflit. Alors, dans ce genre de conflit, pour ne pas prendre parti sans devenir un arbitre, ce qui est important, c'est d'écouter chacun, le point de vue de chacun. Donc une technique par exemple c'est d'écouter les gens séparément, parce que si on est tous ensemble par exemple en plein daily meeting et que le conflit commence, bon, s'il y a tout le monde ça peut être un problème d'avoir l'avis des deux personnes, s'il y en a un qui est plus timide que l'autre, etc. Donc écouter les gens séparément pour comprendre le point de vue. Ne pas juger, ne pas avoir une idée préconçue de comment, de la réponse qui doit être apportée. Le Scrum Master est là pour accompagner l'équipe, il doit donner un certain cadre, un certain nombre de règles, mais il ne décide pas fondamentalement de qui doit avoir raison ou qui a tort, sauf si ça transgresse complètement les règles. C'est quand même assez rare que toute l'équipe soit en conflit. Donc écouter les personnes, trouver des compromis. Alors bien sûr, au bout d'un moment, il faut arriver à faire un choix. Donc si l'équipe n'arrive pas à faire un choix, ou surtout si les deux personnes n'arrivent pas à faire un choix, le Scrum Master peut très bien proposer une solution. Sans forcément être arbitre, mais il peut quand même trancher plus d'un côté ou de l'autre, mais tout en disant voilà, bon là il faut qu'on sorte de ce conflit, il faut qu'on continue à avancer, donc je vous propose de faire ceci. Bien sûr, la solution qui doit être proposée doit ménager les deux parties qui sont en conflit, hein. Il faut pas non plus que ça soit une dictature. Donc c'est possible que le Scrum Master prenne sur lui pour proposer quelque chose directement sorti de son chapeau, tout en ménageant les gens et tout en ayant d'abord essayé de comprendre le point de vue de chacun. Et aussi, quand on propose une solution, faut le justifier. Parfois, une justification, si on ne sait pas trancher entre deux choses, faut quand même bien faire un choix, donc ça peut être carrément le hasard. Je vous propose de faire ça et on verra bien si ça fonctionne ou pas. Et si ça fonctionne pas, comme on est en principe itératif, on pourra tester autre chose au sprint suivant. Donc ça, c'est ce que je répondrais, mais c'est vrai que c'est de l'humain. C'est difficile de répondre à une telle question parce que il n'y a pas de règles écrites, de grandes règles, et c'est vraiment, il faut vraiment avoir une expérience de tout un tas de situations, voilà. Donc chaque situation est tellement différente que c'est vraiment difficile de répondre à cette question. Bon, est-ce qu'on en fait une quatrième ? Allez, on va en faire une quatrième et je vais essayer de répondre vite. Question suivante. Comment réagis-tu lorsqu'une équipe refuse de faire une rétrospective parce qu'elle estime que ça ne sert à rien ? Alors ça, c'est un grand classique des Scrum Master. Quand on introduit l'agilité dans une équipe, ça peut parfois être difficile de faire comprendre l'intérêt d'une rétrospective. Alors normalement, la rétrospective, il faut la faire à chaque sprint. Je pense que la première des choses, c'est de réexpliquer pourquoi on fait des rétrospectives. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc ça, c'est moi j'appelle ça souvent un débriefing. Donc c'est pour discuter de ce qui s'est passé, etc. Donc ce n'est que 1 heure par sprint. Voilà, si on veut le faire en mode standard, 1 heure c'est assez court. Et si les gens ne voient pas la plus-value, soit c'est peut-être qu'il y a vraiment pas de plus-value parce que les rétrospectives sont mal gérées. Par exemple, si on ne prend jamais d'action de rétro, ou si on ne suit jamais les actions de rétro et que ça revient juste à une discussion sans suite, mais ça peut quand même avoir une vertu, une soupape de sécurité, une soupape de, comment dire,
bon, j'ai plus les mots, mais voilà, donc un exutoire, de juste discuter, ça peut faire du bien. Après, si les gens veulent vraiment pas faire de rétrospective, bah c'est un peu embêtant. Ça veut dire soit qu'on n'arrive pas à faire des rétrospectives utiles, soit qu'on n'arrive pas à expliquer la plus-value. Une des solutions, ça peut être de diminuer le nombre de rétrospectives. Donc si une équipe refuse de faire une rétrospective, alors si c'est une rétrospective de temps en temps, moi j'estime que c'est pas très grave. Il y a d'autres Scrum Masters qui pourraient être beaucoup plus stricts là-dessus, qui pourraient imposer qu'on fasse la rétrospective, etc. Bon, à mon avis, c'est pas la bonne approche. C'est pas en forçant les gens qu'on leur fait comprendre que quelque chose est utile. Mais ça peut être du donnant-donnant. Ok, on fait moins de rétrospectives parce que vous jugez ça moins utile, mais je vous propose quand même d'essayer. Donc varier les formats, essayer de trouver un format qui convient à l'équipe. Il y a des équipes qui aiment bien les rétrospectives très simples, très basiques, où on va à l'essentiel et où on discute des sujets de fond. Il y a des équipes qui veulent des formats plus sophistiqués, plus structurés, avec toute une animation et des jeux. Donc, il y a tout un tas de types de rétrospectives. D'ailleurs, sur la chaîne, j'ai toute une playlist sur les rétrospectives. Donc voilà, donc on peut faire moins de rétrospectives, par exemple 1 sur 2. On peut aussi faire une rétrospective qui dure moins longtemps si c'est une question de préserver le temps. Après, si une équipe n'a jamais le temps de faire une rétrospective, c'est quand même un peu bizarre, un peu suspect, parce que ça veut dire que l'équipe est très sous pression. Ça peut arriver, mais être tout le temps sous pression, eh bien, c'est pas bon non plus. Donc il y a cette image connue, too busy to improve. Voilà, c'est ça. Êtes-vous prêt à changer? Non merci, nous sommes trop occupés. Alors je vais essayer de zoomer, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Et donc là, on voit des gens qui essayent de tirer une charrette avec des roues carrées. Il y a quelqu'un qui leur propose une roue ronde et dit non, on n'a pas le temps, on est trop occupé. Donc ça, c'est vraiment extrêmement parlant. Ça illustre bien l'utilité de la rétrospective, mais c'est vrai que c'est un événement qui est assez délicat, qui est difficile, et c'est fréquent que des équipes refusent ou soient réticentes à faire des rétrospectives. Donc faut rester cool avec ça, faut surtout pas être dans la confrontation ou dans l'obligation, faut essayer de discuter avec l'équipe, proposer des choses nouvelles. J'ai jamais reçu de refus ferme et définitif pour toutes les rétrospectives pour le concept en lui-même. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des équipes qui veulent pas faire telle ou telle rétrospective. Bon bah, dans ce cas-là, on annule pour des tas de raisons. Mais dire on ne veut plus jamais faire de rétrospective et on ne reviendra jamais, non. Bon, et puis parfois, donc quand on est Scrum Master, on dit ok, bon, on le fait pas cette fois, mais au moment où vous acceptez qu'on annule une rétrospective, vous dites mais la prochaine fois, on le fait quand même. Donc bon, tout en restant ouvert à la discussion, ouvert au format, etc. En général, les gens, ils sont quand même d'assez bonne volonté pour essayer d'autres choses. Après, il faut arriver à trouver quelque chose qui convient à l'équipe, et c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais là, le processus itératif nous aide parce que chaque sprint est une opportunité de faire les choses différemment, de comprendre les choses différemment, d'échanger avec l'équipe. Voilà, donc j'espère que ça vous aura intéressé. Je trouve que les questions Scrum Master étaient assez difficiles. Et on fera d'autres séances de questions sur d'autres thèmes. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, vous, sur le rôle de Scrum Master, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, et j'essaierai d'y répondre à minima par texte dans les commentaires directement. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.